Le téléphone était froid dans ma main. Un contraste saisissant avec le feu qui brûlait dans ma poitrine. Je regardais le nom sur l'écran. Maître Dubois. Mon avocat. Un instant. Le monde sembla ralentir. Le faible bourdonnement de Paris au-delà de la fenêtre de mon bureau s'estompant en un grondement sourd. C'était le moment. Le coup final dans une partie que je n'avais jamais voulu jouer. Faites-le. Dubois. Dis-je. Ma voix stable. Ne trahissant rien du tumulte intérieur. Mettez en place la fiducie. Irrévocable. Transférez Y absolument tout. Ils ne doivent pas recevoir un seul centime. De l'autre côté du bureau en acajou poli. Maître Dubois ajusta ses lunettes. Il était mon conseil depuis plus de 30 ans. Depuis l'époque où mon empire immobilier ne consistait qu'en un seul duplex délabré dans un quartier oublié de la ville. Il avait vu mes triomphes. Mes luttes. Mes moments de doute. Mais il ne m'avait jamais vu comme ça. Si froide. Si absolue. Éléonore. Commença-t-il. Son ton prudent. Êtes-vous certaine? Une fois que ce sera fait. Il n'y aura pas de retour en arrière. Michel est votre fils unique. Mon regard dériva vers le petit cadre en argent sur mon bureau. À l'intérieur, un bébé aux grands yeux innocents me fixait. Mon petit-fils. Léo. Le fils de Michel. Il était la raison de tout cela. Il était la seule chose qui comptait désormais. J'en suis plus certaine que de n'importe quoi d'autre dans ma vie. Répondis-je. Ma voix ne laissant aucune place à la discussion. Je ne punis pas mon fils. Je sauve mon petit-fils. Le souvenir du commencement était encore si frais. Une blessure qui refusait de guérir. Cela n'avait pas commencé par une explosion, mais par un murmure. Une série de petits compromis, presque imperceptibles, qui avaient lentement érodé les fondations de ma famille. Cela avait commencé avec Chloé. Quand Michel l'a ramenée à la maison pour la première fois. J'ai essayé de l'apprécier. Vraiment. Elle était belle. Raffinée. Avec un sourire qui aurait pu désarmer n'importe qui. Elle riait à toutes mes blagues et m'appelait « Maman » dès le premier jour. Michel était complètement envoûté. Il la regardait comme si elle était le soleil. Et pour lui. Je voulais y croire aussi. Mais mon instinct, affûté par des décennies à naviguer dans le monde impitoyable des affaires, hurlait que quelque chose n'allait pas. C'était dans la façon dont ses yeux balayaient la pièce quand elle pensait que personne ne regardait. Non pas avec curiosité, mais avec évaluation. Elle ne voyait pas un foyer. Elle voyait des actifs. Le tableau au-dessus de la cheminée n'était pas une œuvre d'art que j'aimais. C'était une valeur marchande potentielle. Le vase ancien sur le manteau de la cheminée n'était pas un héritage familial. C'était un article sur un inventaire qu'elle construisait dans sa tête. Oh! Éléonore! Cet appartement est tout simplement divin, disait-elle. Sa voix dégoulinant de douceur. Michel m'a dit que vous aviez bâti votre entreprise à partir de rien. C'est tellement inspirant. Vous êtes une véritable icône. Les compliments étaient comme des boîtes parfaitement emballées, mais vides. Ils sonnaient bien, mais il n'y avait rien à l'intérieur. J'avais payé pour leur mariage. Une affaire somptueuse qu'elle avait jugée nécessaire pour sa présence sur les réseaux sociaux. Je leur avais acheté un bel appartement dans le 16e arrondissement parce que mon fils méritait un départ confortable. Mais pour Chloé, confortable n'était jamais assez. L'appartement fut bientôt rempli de meubles que je savais que Michel ne pouvait pas s'offrir avec son salaire. Des pièces épurées et minimalistes de designers italiens dont je ne pouvais pas prononcer le nom et dont les étiquettes de prix faisaient souffrir mon cœur sensé. C'est un investissement. Maman, expliquait Michel.
répétant des mots qui n'étaient clairement pas les siens. Chloé dit qu'il faut dépenser de l'argent pour projeter une image de succès. Le succès se construit. Michel. Il ne se projette pas. Lui avais-je dit. Ma voix plus sèche que je ne l'aurais voulu. Il se construit avec un travail acharné et des décisions intelligentes. Pas avec un canapé à 10 000 €. Il soupirait simplement. Pris au milieu. Une place qu'il semblait occuper en permanence. C'était un bon garçon. Mon Michel. Gentil. Doux. Mais manquant de fermeté. Il n'avait pas la colonne vertébrale que la vie m'avait forcé à développer. Il voulait juste que tout le monde soit heureux. Une ambition noble mais dangereusement naïve. Le monde de Chloé tournait autour de son téléphone. Sa vie était une galerie de perfection soigneusement organisée. Photos de brunch dans des cafés branchés. Virée shopping sur l'avenue Montaigne. Escapade de week-end en Champagne. Chaque publication était une performance. Chaque légende un récit soigneusement élaboré d'une vie qu'elle ne vivait pas réellement. Mais qu'elle mettait en scène. Une vie financée par moi. Les demandes d'argent devinrent plus fréquentes. Toujours par l'intermédiaire de Michel. Maman. La voiture de Chloé a besoin de grosses réparations. Maman. Nous avons l'opportunité d'investir dans la start-up d'un ami. Je savais que c'était des mensonges. Les réparations de voitures se transformaient en un nouveau sac de créateur que je voyais dans sa publication suivante. La start-up devenait un voyage à Saint-Barth. Je payais. Je payais parce que refuser signifiait une dispute. Et une dispute mettrait Michel au milieu. Et je ne pouvais pas supporter de voir la douleur dans ses yeux. Je les entretenais. Je le savais. Mais c'était mon fils. Mon fils unique. Puis, Léo est né. En le tenant pour la première fois. Tout le bruit. Toute la frustration avec Chloé. Tout s'est évanoui. Cet être minuscule et parfait. Il était une partie de moi. Une continuation de mon héritage d'une manière que mes immeubles et mes comptes en banque ne pourraient jamais l'être. Je lui aurais donné le monde. Et Chloé le savait. Léo devint son nouvel accessoire le plus précieux. Les vêtements de bébé devaient être biologiques. Importés et griffés. La poussette coûtait plus cher que ma première voiture. La chambre d'enfant avait été conçue par un décorateur d'intérieur haut de gamme. C'est pour Léo. Éléonore, disait-elle. Son sourire ne faiblissant jamais. Rien n'est trop beau pour votre petit-fils. Nous devons lui donner le meilleur de tout. Mais ce n'était pas pour Léo. C'était pour son fil Instagram. C'était pour rivaliser avec les autres mères de son cercle social. Une guerre silencieuse et vicieuse menée à coups de noms de marques et d'étalages extravagants de richesse. Mon petit-fils n'était pas un enfant à aimer. Mais un symbole de statut à exhiber. Le point de rupture. Le moment où les murmures devinrent un rugissement. Fut son premier anniversaire. Le premier anniversaire d'un enfant. Cela devrait être un moment de pure joie. De célébration simple. Un gâteau. Quelques ballons. Les visages aimants de la famille. C'est ce que je voulais pour Léo. Chloé avait d'autres projets. J'ai repéré des lieux. Annonça-t-elle un dimanche soir? Faisant défiler son téléphone. Il y a un salon privé à l'hôtel Georges V qui serait parfait. On pourrait faire un thème Le Petit Prince. Très classique. Très chic. J'ai déjà parlé à une organisatrice de fêtes qui s'occupe de toutes les fêtes des enfants de célébrités. Je posai ma fourchette. Chloé. Il fête ses 1 an. Il ne se souviendra de rien. Tout ce dont il a besoin, c'est de sa famille. Mais tout le monde s'en souviendra. Rétorqua-t-elle. Sa voix perdant sa douceur sucrée pour une seconde. C'est son premier grand événement social. Ça donne le ton.
Tous mes followers meurent d'envie de voir ce qu'on va faire. Je ne paierai pas pour une fête qui concerne tes followers et non mon petit-fils. Dis-je. Ma voix basse et ferme. Nous pouvons organiser une magnifique fête ici même. Dans le jardin. Je ferai appel à un traiteur. Nous inviterons la famille. Nos amis proches. Ce sera une journée consacrée à l'amour. Pas au like. Son visage se durcit. Le masque de la charmante belle-fille glissa, révélant la femme froide et calculatrice en dessous. Michel s'agita mal à l'aise sur sa chaise. Maman. Peut-être qu'on peut trouver un compromis. Il n'y a pas de compromis. Michel. Dis-je. Regardant directement mon fils. Ta femme veut organiser une fête pour des étrangers sur Internet. Je veux célébrer la vie de mon petit-fils. Les deux ne sont pas compatibles. Le reste du dîner se déroula dans un silence tendu et suffocant. Je savais que j'avais tracé une ligne dans le sable. Je ne réalisais simplement pas qu'elle était sur le point de la franchir avec un bulldozer. Les jours suivants furent calmes. Trop calmes. Michel n'appela pas. Le fil d'actualité de Chloé était inhabituellement silencieux. Je me permis une petite lueur d'espoir, pensant qu'elle avait peut-être entendu raison. Cet espoir fut anéanti par un simple SMS. Une notification qui allait finir par tout leur coûter. J'examinais des rapports immobiliers quand mon téléphone vibra. C'était Chloé. Je l'ouvris. Et les mots sur l'écran semblèrent me brûler les yeux. Éléonore. J'ai pris l'initiative de poser une option sur l'hôtel. L'anniversaire de Léo est trop important pour être moins que parfait. Si tu veux être là et jouer le rôle de la grand-mère attentionnée. C'est bien. Mais tu devras envoyer 5 000 € pour la compte du lieu. Je te transmettrai l'invitation officielle et l'adresse une fois le virement effectué. Considère ça comme ton billet d'entrée pour le spectacle. Billet d'entrée pour le spectacle. L'audace pure. La cruauté froide et transactionnelle de la chose. Me coupa le souffle. Elle tenait mon petit-fils en otage. Elle mettait un prix sur mon amour pour lui. Mon cœur. Qui avait enduré la pauvreté. La perte et les défis brutaux de la construction d'une vie à partir de rien. Se brisa enfin. Mais alors que les morceaux tombaient, ils ne se dispersèrent pas en poussière. Ils se reformèrent. Tranchants. Durs et froids comme l'acier. La mère aimante et la grand-mère attentionnée se retirèrent. Et la femme d'affaires. La combattante. La survivante. Prit le relais. Elle venait de conclure le pire marché de sa vie. Elle pensait négocier un acompte de 5 000 €. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de parier et de perdre un héritage de plusieurs millions d'euros. Le spectacle qu'elle était si impatiente de produire était sur le point d'avoir une star très différente. Et un acte final très surprenant. Pendant un long moment, je ne bougeais pas. Le téléphone dans ma main semblait incroyablement lourd. Un petit rectangle noir contenant une déclaration de guerre. Mon univers, autrefois rempli des sons familiers des affaires et de la vie, devint complètement silencieux. Tout ce que j'entendais, c'étaient les battements frénétiques de mon propre cœur. 5 000 €. Un billet. Pour la vie de mon propre petit-fils. Mon premier instinct fut la rage. Une fureur blanche et aveuglante qui faisait trembler mes mains. Je voulais l'appeler. Je voulais crier. Je voulais déchaîner un torrent de mots qui arracherait son joli vernis poli et exposerait la créature avide et creuse en dessous. Mais je ne le fis pas. Crier était son arme. Pas la mienne. Les explosions émotionnelles étaient pour les faibles. Pour ceux qui n'avaient pas d'autres cartes à jouer. J'avais bâti un empire en restant calme pendant que tout le monde paniquait. En pensant 5 coups à l'avance pendant que mes concurrents réagissaient encore au dernier mouvement. Je pris une lente et profonde inspiration. Puis une autre.
Le tremblement dans mes mains cessa. Le feu dans ma poitrine se refroidit en un bloc de glace. Je ne lui répondis pas par SMS. Je n'appelais pas mon fils. Je posai simplement mon téléphone, me retournai vers mon bureau et repris mon stylo. Je fixai les rapports immobiliers devant moi. Les colonnes nettes de chiffres. La réalité solide et tangible de l'œuvre de ma vie. C'était réel. C'était ce que j'avais construit. Et j'allais au diable si je laissais un piranha en vêtements de créateur le dévorer. Mon regard tomba à nouveau sur la photo de Léo. Ses grands yeux confiants. Il était de ma lignée. Il avait mon sang dans les veines. Et il était utilisé comme une monnaie d'échange. À cet instant, une clarté froide et dure s'installa en moi. Il ne s'agissait plus d'une fête. Il ne s'agissait plus de la vanité de Chloé ou de la faiblesse de Michel. Il s'agissait de l'avenir. Il s'agissait de protéger cet enfant innocent des personnes mêmes qui étaient censées le protéger. Je repris mon téléphone. Je fis défiler le nom de Chloé. Celui de mon fils. Et m'arrêtai sur « Maître Dubois ». J'appuyai sur le bouton d'appel. Il répondit à la deuxième sonnerie. « Dubois » dis-je. Ma voix aussi calme et plate qu'un lac gelé. C'est Éléonore de la Roche. J'ai besoin de vous voir lundi matin. À la première heure. Bien sûr. Éléonore. Tout va bien? Demanda-t-il. L'inquiétude dans la voix. Tout est sur le point d'être remis en ordre? Répondis-je. Nous devons discuter de ma succession. De mon héritage. Ce week-end fut le plus long de ma vie. Je déambulais dans les pièces vides de ma grande maison, le silence amplifiant mes pensées. Chaque coin recelait un souvenir de Michel. Ses premiers pas dans le salon. Les marques de crayon qu'il avait laissées sur le mur de la cuisine, que je n'avais jamais eu le cœur de repeindre. Sa photo de fin de lycée sur la cheminée. Son sourire si plein de promesses. Où avais-je échoué? La question me hantait. Était-ce ma faute? En lui donnant tout ce que je n'avais jamais eu? L'avais-je rendu faible par inadvertance? J'avais voulu que sa vie soit plus facile que la mienne. Libre de la lutte et de la peur constante que j'avais connue. Mais peut-être que la lutte est ce qui forge une colonne vertébrale. Peut-être qu'en le protégeant des dures réalités du monde, je l'avais laissé sans préparation face à une prédatrice comme Chloé. C'était un homme bon. Mais un homme faible. Et dans ce monde, la faiblesse est une invitation pour les avides à se régaler. Dimanche soir, mon téléphone sonna. C'était Michel. Mon cœur se serra. C'était le moment. Le test. Salut. Maman. Dit-il. Sa voix empreinte d'une énergie nerveuse qu'il ne pouvait cacher. Michel. Répondis-je, gardant un ton neutre. Il s'éclaircit la gorge. Alors? As-tu reçu un texto de Chloé il y a quelques jours? À propos de la fête de Léo? Je fis une pause, laissant le silence s'étirer. Je reçois beaucoup de textos. Michel. Il faudra être plus précis. Je pouvais l'entendre se tortiller à l'autre bout du fil. Tu sais. Celui à propos de l'acompte pour l'hôtel. Ah. Celui-là? Dis-je. Comme si je me souvenais d'une information triviale. Celui où elle exigeait 5 000 € comme droit d'entrée à la fête d'anniversaire de mon petit-fils. Oui. Je m'en souviens. Il laissa échapper un souffle tremblant. Écoute. Maman. Je sais comment ça sonne. Mais elle est juste. Elle est vraiment stressée. Cette fête est devenue cette énorme chose dans sa tête. Et elle a l'impression de devoir rivaliser avec toutes ses autres mères. Elle ne voulait pas que ce soit insultant. C'est juste.
Sa façon de demander de l'aide. Les excuses étaient si fragiles. Si pathétiques. Qu'elles en étaient presque insultantes elles-mêmes. Il la défendait. Il justifiait son avidité et son manque de respect. Sa façon de demander de l'aide? Répétais-je. Ma voix dangereusement douce. En faisant chanter la grand-mère de son fils? En mettant un prix sur la famille? C'est ce que tu me dis. Michel? Non. Ce n'est pas comme ça. Balbutia-t-il. Elle n'est juste pas douée pour communiquer quand elle est sous pression. Elle a l'impression que tu la désapprouves? Alors elle se met sur la défensive. Elle pense que si elle pouvait juste organiser cette fête parfaite, elle pourrait faire ses preuves. Prouver quoi? J'avais envie de crier. Qu'elle pouvait dépenser mon argent mieux que quiconque? Qu'elle pouvait prendre les fruits du travail de ma vie et les brûler pour un spectacle d'une journée pour un enfant d'1 an qui ne se souviendrait de rien? Mais je tins ma langue. Je devais savoir. Je devais savoir où se situait vraiment mon fils. Alors? Que je sois très claire? Michel. Dis-je. Ma voix se transformant en glace. Te ranges-tu du côté de ta femme sur ce point? Crois-tu qu'il est approprié que je paie pour le privilège d'assister au premier anniversaire de mon unique petit-fils? Silence. Un long, accablant silence. Je pouvais entendre sa respiration laborieuse. Je pouvais l'imaginer. Passant une main dans ses cheveux. Son visage un masque de conflit. Il était piégé. Mais c'était un piège de sa propre fabrication. Finalement. Il parla. Sa voix à peine un murmure. Maman. Ne peux-tu pas juste? Pour moi. Juste cette fois. Peux-tu simplement payer et qu'on passe tous à autre chose? S'il te plaît. Je veux juste qu'il y ait la paix. Et voilà. Le dernier clou dans le cercueil. Il ne me demandait pas de voir son point de vue. Il ne défendait pas mon honneur. Il me demandait de me rendre. Il me demandait d'avaler l'insulte. De payer le tribut. Tout ça pour une vie tranquille. Sa vie tranquille. Il n'était pas une victime prise au milieu. Il était un complice. Choisissant le chemin de la moindre résistance. Même si ce chemin était pavé sur la dignité de sa propre mère. Quelque chose en moi se brisa. Pas avec un craquement sonore, mais avec un clic silencieux et final. Comme une serrure qui se verrouille. Les derniers vestiges de douceur maternelle, de volonté de compromis pour le bonheur de mon fils, s'évanouirent. Ma voix, quand je reparlais, était anormalement calme. Douce. Même. Tu sais quoi? Michel? Tu as raison. La paix est ce qui est important. Il parut instantanément soulagé. Oh. Maman. Merci. Je savais que tu comprendrais. Je vais le dire à Chloé. Elle va être si heureuse. Ne t'inquiète de rien? L'interrompis-je doucement. Dis à Chloé que l'argent n'est plus un problème. Je vais m'en occuper. En fait, dis-lui que je vais m'occuper de tout. L'hôtel, les invitations, tout. Elle n'a pas besoin de lever le petit doigt. Qu'elle se concentre simplement sur sa beauté et sur la préparation de Léo pour son grand jour. Vraiment? Maman? C'est incroyable. Tu ne le regretteras pas. Ce sera la fête la plus incroyable qui soit. Oh. Je sais. Dis-je. Un lent sourire froid se dessinant sur mon visage qu'il ne pouvait pas voir. Ce sera une fête que personne dans cette famille n'oubliera jamais. Nous avons raccroché. Lui. Croyant avoir géré avec succès une situation difficile. Moi. Sachant que je venais de m'armer pour la bataille à venir.
Il pensait que j'avais cédé. Il n'avait aucune idée que je venais de prendre le contrôle de toute la guerre. Je me dirigeai vers mon bureau et regardai la photo de Léo. Mon doux. Mon innocent petit-fils. Une vague d'amour féroce et protecteur m'envahit. Je ne laisserai pas sa vie être définie par l'avidité de sa mère ou la faiblesse de son père. Chloé voulait un spectacle. Je lui donnerai un spectacle. Une performance spectaculaire de richesse et de pouvoir qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Mais elle avait commis une erreur fatale. Elle s'était distribué le rôle de la star, alors qu'en réalité, elle n'était rien de plus que la méchante. Et dans mon spectacle, la méchante ne gagne jamais. Le lundi matin arriva. Vif et clair. Le genre de journée faussement joyeuse à Paris qui ne laisse rien présager des tempêtes qui se préparent dans les vies privées. Je m'habillai avec détermination, choisissant un tailleur bleu marine impeccable mon armure. Quand j'entrai dans le bureau de Maître Dubois, l'odeur des vieux livres et du café frais fit peu pour apaiser la résolution froide qui s'était installée au plus profond de mes os. Éléonore, me salua-t-il, son expression sérieuse. Il savait que ce n'était pas une visite de courtoisie. Je ne perdis pas de temps en amabilité. Je m'assis, plaçai mes mains sur son bureau et le regardai droit dans les yeux. Dubois. Je veux restructurer l'intégralité de ma succession. Je veux créer une fiducie irrévocable avec mon petit-fils, Léo, comme unique bénéficiaire. Il se pencha en arrière, ses sourcils se haussant légèrement. Unique bénéficiaire? Et Michel? Michel ne recevra rien? Déclarai-je. La voix plate. Ni sa femme. Chloé. Ni maintenant. Ni jamais. Je veux que la fiducie soit blindée. Je veux des clauses qui les empêchent explicitement de toucher au capital ou de l'utiliser comme garantie. Ils n'auront aucun contrôle. Aucun mot à dire. Aucun accès. Pouvez-vous faire ça? Dubois joignit le bout de ses doigts. Son esprit d'avocat calculant déjà les complexités. Nous pouvons la rendre aussi restrictive que la loi le permet. Nous pouvons prévoir des dispositions pour l'éducation et la santé de Léo. Le fiduciaire payant directement les institutions, garantissant que Michel et Chloé ne manipulent jamais l'argent. Nous pouvons structurer les versements pour qu'ils commencent à certains âges, disons 25, 30, 35 ans pour l'empêcher de recevoir trop tôt. C'est une forteresse, Éléonore. Mais êtes-vous sûr de vouloir la construire? Construisez-la, dis-je. Et construisez-la vite. Je veux que tout soit signé et scellé d'ici la fin de la semaine. Il hocha lentement la tête, les questions dans ses yeux laissant place à l'efficacité tranquille sur laquelle je comptais depuis des décennies. Considérez que c'est fait. Maintenant, si je puis me permettre. Qu'est-ce qui a provoqué cela si soudainement? Je sortis mon téléphone et le fis glisser sur le bureau. Sur l'écran se trouvait le SMS de Chloé. Il prit le téléphone, mit ses lunettes de lecture et le lut. Son calme professionnel se fissura. Une lueur d'incrédulité, puis de dégoût, traversa son visage. Il leva les yeux vers moi. Non plus comme mon avocat, mais comme mon ami. Mon Dieu! Éléonore, souffla-t-il. Je suis vraiment désolé. Ne soyez pas désolé. Dubois, dis-je en reprenant mon téléphone. Soyez méticuleux. En quittant son bureau, je ressentis une étrange sensation de légèreté. La décision avait été prise. Les dés étaient jetés. Il ne restait plus que l'exécution du plan. Mon premier arrêt ne fut pas une banque ou une société de courtage. Ce fut l'hôtel Georges V. J'entrai dans le hall grandiose et opulent, l'air même imprégné de l'odeur de l'argent et du privilège.
Le champ de bataille choisi par Chloé. Je m'approchai de la coordinatrice d'événements. Une femme élégante au sourire étudié. Je voudrais me renseigner sur la réservation d'un lieu pour le premier anniversaire d'un enfant, dis-je. Samedi prochain. Le sourire de la femme se crispa. Ce samedi? Madame. Nos salons privés sont généralement réservés des mois, voire des années à l'avance. Je crains que ce ne soit tout à fait impossible. Je suis sûre que vous trouverez un moyen, dis-je, en posant ma carte de visite sur son bureau. Mon nom est Éléonore de la Roche. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement en lisant le nom. Ma société possédait plusieurs propriétés commerciales de premier ordre dans le quartier. Elle savait qui j'étais. Son ton passa de dédaigneux à déférent. Madame de la Roche. Bien sûr. Pardonnez-moi. Laissez-moi voir ce que je peux faire. Elle tapa furieusement sur son ordinateur. Nous avons bien un plus petit salon? Le salon Sunset? En option pour une fête pour un. Léo de la Roche. Une Madame Chloé de la Roche a fait la demande. Oui. C'est la fête de mon petit-fils, dis-je doucement. Mais le salon Sunset est bien trop petit. Une terrible erreur de la part de ma belle-fille. Elle est vite dépassée par les détails. J'aurai besoin de votre plus grand espace. Le grand salon. Elle parut paniquée. Mais Madame de la Roche. Le grand salon est réservé pour un grand gala de charité ce samedi. C'est prévu depuis plus d'un an. Je me penchai en avant, ma voix baissant à un murmure confidentiel. Laissez-moi être franche. Cette œuvre de charité est l'une de celles auxquelles ma société fait des dons assez généreux chaque année. Il se trouve que je connais personnellement la présidente. Je suis tout à fait certaine que si je devais, disons, doubler mon don annuel, elle serait plus qu'heureuse de reporter son événement au week-end suivant. Surtout si l'hôtel lui offrait une remise significative pour le désagrément. Une remise que je serais plus que ravie de couvrir. La coordinatrice me fixa. Sans voix. Elle assistait à une démonstration magistrale du fonctionnement du vrai pouvoir. Il ne s'agissait pas de crier ou de faire des demandes. Il s'agissait de connaître les leviers et d'avoir les ressources pour les actionner. Vérifier à nouveau la réservation pour le salon Sunset. Continuai-je, profitant de mon avantage. Un acompte a-t-il été versé? Elle cliqua encore quelques touches. Non. Madame de la Roche. L'option expire demain à midi. Excellent, dis-je en sortant mon chéquier. Je vais payer pour le grand salon en totalité. Maintenant. Nous aurons besoin de votre meilleur service. La nourriture la plus raffinée. Les décorations les plus élégantes. De la musique classique en direct. Une aire de jeu séparée avec du personnel pour les enfants. Je veux une fête dont cet hôtel parlera pendant des années. Ne lésinez sur aucune dépense. Ma voix était ferme. Et une dernière chose. À partir de maintenant, toutes les communications concernant cet événement passeront par moi. Et moi seul. Si mon fils ou ma belle-fille devait appeler, vous leur direz simplement que Madame de la Roche s'occupe de tous les arrangements et que tout se déroule à merveille. Comprenez-vous? Complètement dépassée, elle ne put cocher la tête. Oui. Madame de la Roche. Parfaitement. Je quittai l'hôtel avec le reçu du grand salon dans mon sac. Phase interminée. Maintenant, la phase 2. Pendant les 2 jours suivants, mon bureau devint un centre de commandement. Je ne planifiais pas seulement une fête. Je mettais en scène une production. J'appelais mon papier personnel et commandais 150 cartons d'invitation épais. De couleur crème. Avec un lettrage à la feuille d'or. La formulation était précise.
Éléonore de la Roche vous prie de lui faire l'honneur d'assister à la célébration du premier anniversaire de son petit-fils bien-aimé. Léo. Le samedi 12 octobre. À 19 h. Le grand salon. Hôtel Georges V. Votre présence sera le seul cadeau requis. Je compilais moi-même la liste des invités. Chaque branche de notre famille. Des cousins éloignés aux grands-tantes que je n'avais pas vus depuis des années. Mes amis les plus chers et les plus anciens. Mes associés les plus importants. Des personnalités locales. Chaque personne dont l'opinion comptait. Dont je prisais le respect. Chaque personne qui serait témoin de l'humiliation publique de Chloé. J'envoyais les invitations par coursier, m'assurant qu'elle arriverait avant le mercredi matin. Pendant ce temps, Chloé vivait dans un paradis illusoire. Michel m'avait appelé lundi. Bouillonnant d'excitation. Maman. Chloé est ravie. Elle m'a dit de te remercier. Elle choisit déjà sa robe. Elle a dit qu'elle te faisait entièrement confiance pour que ce soit parfait. Je suis heureuse de l'entendre, dis-je. Ma voix dégoulinant d'une ironie qui lui échappa complètement. Assurez-vous simplement d'être tous les deux sur votre 31. Ce sera une soirée très mémorable. Elle devait être aux anges. Dans son esprit, elle avait gagné. La vieille femme têtue avait finalement cédé, se rendant à sa vision supérieure. Elle s'imaginait probablement entrant en grande pompe dans le salon Sunset. Reine de la fête. Acceptant gracieusement les compliments sur une célébration qu'elle avait obtenue de haute lutte. Elle n'avait aucune idée que pendant qu'elle choisissait une robe, je finalisais une liste d'invités qui excluait chacun de ses amis superficiels et obsédés par Instagram. Elle n'avait aucune idée que la petite fête chic qu'elle envisageait s'était transformée en une grande réception formelle dans un salon pouvant accueillir 500 personnes. Elle n'avait aucune idée qu'elle n'était plus l'hôtesse, mais simplement une invitée d'honneur à sa propre exécution. Le vendredi après-midi. Tout était en place. La fiducie était légalement établie. Mes actifs solidement verrouillés pour Léo. L'hôtel était en pleine effervescence. Suivant mes instructions détaillées à la lettre. Les réponses aux invitations affluaient. Presque toutes les personnes que j'avais invitées venaient. Leur curiosité piquée par l'ampleur de l'événement. Ce soir-là, je m'assis seule dans mon salon silencieux. Un verre de vin à la main. Pendant un instant fugace, une once de doute s'insinua. Était-ce trop cruel? Y avait-il une autre solution? Puis je me souvins du SMS. La demande froide et transactionnelle d'un billet. Et je me souvins du plaidoyer faible de mon fils pour que je paie. Pour acheter une fausse paix au prix de ma dignité. Non. Ce n'était pas cruel. C'était nécessaire. C'était une leçon. Une leçon douloureuse, publique et inoubliable sur la différence entre le prix et la valeur. Ils étaient sur le point d'apprendre que certaines choses, comme l'amour d'une mère et le respect d'une famille, ne pouvaient pas être achetées. Et qu'essayer de le faire leur coûterait tout. La scène était prête. Le public était invité. Il ne restait plus qu'aux acteurs à faire leur dernière et fatidique entrée. Le jour de la fête, une énergie nerveuse parcourait mes veines. Ce n'était pas l'excitation d'une célébration, mais l'anticipation tendue d'un général avant une bataille décisive. J'ai passé la matinée avec Léo. Sa nounou l'avait amené. Et pendant quelques heures précieuses, j'ai pu oublier le drame imminent et être simplement une grand-mère. Nous nous sommes assis par terre, construisant des tours avec des cubes et lisant des livres d'images. Son rire innocent était un baume pour mon âme fatiguée. Un rappel de ce pourquoi je me battais. Tu es si aimé, mon petit, murmurai-je en embrassant le sommet de ses cheveux doux. Plus que tu ne le sauras jamais. J'avais pris des dispositions pour que la nounou l'amène directement dans la suite privée pour enfants de l'hôtel plus tard dans la soirée, contournant entièrement ses parents.
Ils seraient en sécurité et heureux, loin de l'épave émotionnelle qui était sur le point de se produire. Alors que l'après-midi avançait, mon téléphone se mit à vibrer d'appels et de SMS de parents. Éléonore, cette invitation est magnifique. Le grand salon? Mon Dieu! S'extasia ma sœur. Je ne savais pas que tu préparais quelque chose d'aussi grandiose. L'invitation électronique de Chloé était si vague. Elle disait juste de réserver la date. J'ai décidé de prendre les choses en main. Expliquai-je calmement. Je voulais m'assurer que ce soit fait correctement. Le récit prenait déjà forme, tissé à partir des fils que j'avais si soigneusement posés. L'invitation électronique fragile et sans engagement de Chloé contre ma carte élégante et formelle. Son manque de planification contre mon exécution méticuleuse. Au moment où les invités arriveraient, ils auraient déjà une idée préconçue de qui était en charge et qui n'était qu'un accessoire chaotique de l'événement principal. Pendant ce temps, je ne pouvais qu'imaginer la scène dans l'appartement de Michel et Chloé. Elle serait dans son élément. Un tourbillon de laque et de haute couture, micro-gérant chaque détail de son apparence. Elle se pavanerait pour ses followers sur Instagram, postant des stories en préparation, taguant son coiffeur, sa maquilleuse, le créateur de sa robe. Elle ferait monter le suspense pour la grande révélation de sa « fête parfaite ». Elle avait tenté d'appeler la coordinatrice de l'hôtel 2 fois ce matin-là. Comme je l'avais instruit. La coordinatrice avait été poliment évasive. Tout est sous contrôle. Madame. Votre belle-mère a un goût impeccable. Ce sera une soirée magnifique. Frustrée mais rassurée, Chloé se serait concentrée sur la seule chose qu'elle pouvait contrôler, elle-même. Le piège que j'avais tendu était double. La première partie était la grande fête dont elle ne savait rien. La seconde, plus subtile, était le lieu qu'elle pensait connaître. Le salon Sunset. Après la confirmation de ma réservation pour le grand salon, j'avais demandé à la coordinatrice de rappeler Chloé. Madame. Bonne nouvelle, avait dit la coordinatrice. Suivant mon scénario. Nous avons eu une ouverture de dernière minute dans un espace légèrement plus grand. Le pavillon du jardin. Nous y avons déplacé votre fête. C'est beaucoup plus privé. Avec sa propre entrée. Votre belle-mère a approuvé le changement. C'était un mensonge complet. Bien sûr. Le pavillon du jardin était une petite salle isolée à l'autre bout du domaine de l'hôtel, souvent utilisée pour des réunions d'entreprises mineures. Il n'était nulle part près du bâtiment principal ou du grand salon. Je l'avais réservé sous un faux nom. Payé en espèces. Et commandé un buffet simple et triste pour 30 personnes à y installer. Je m'étais assuré d'inclure un unique gâteau d'anniversaire à l'allure pathétique avec « Joyeux anniversaire Léo » écrit d'un glaçage maladroit. C'était sa scène. Une petite salle oubliée avec un buffet bon marché et une poignée de ses amis influenceurs. Qu'elle avait probablement invité elle-même. C'était la « fête parfaite » à laquelle elle arriverait. S'attendant à être la star. À 18h, vêtue d'une robe de soie élégante et intemporelle, j'arrivai à l'hôtel. Le grand salon était à couper le souffle. Il avait été transformé en un pays des merveilles célestes. Des milliers de minuscules lumières scintillantes pendaient du plafond comme des étoiles. Les tables étaient ornées de cascades d'orchidées blanches et de bougies lumineuses. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin. C'était une scène de richesse et de classe discrète et indéniable, tout ce que Chloé essayait d'imiter mais ne pourrait jamais vraiment atteindre. J'accueillis mes invités à leur arrivée. Une hôtesse gracieuse et sereine. Je tenais mon petit-fils, Léo, dans mes bras. Son petit smoking lui donnant l'air d'un prince miniature. L'image était parfaite, la matriarche puissante. La famille aimante. Le bel héritier. Éléonore.
Tu t'es surpassé. C'est magnifique. Léo est un si beau bébé. Il te ressemble tellement. Les compliments fusaient, tissant une tapisserie de soutien et d'admiration autour de moi. Mes alliés étaient tous en place. À 19h15, mon téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. C'était l'un des amis de Chloé, que je savais qu'elle avait invité à sa fête privée. Salut. On est au pavillon du jardin? C'est le bon endroit? C'est un peu vide. Je souris. Le rideau était sur le point de se lever. Là-bas, au pavillon du jardin, Chloé et Michel devaient arriver dans une scène de confusion totale. La pièce aurait semblé froide et stérile. L'éclairage fluorescent aurait été dur et peu flatteur. Le triste buffet aurait été une insulte à son esthétique soignée. Au lieu d'une salle pleine de familles aimantes et d'amis influents, il n'y aurait eu que quelques-unes de ses connaissances des réseaux sociaux, regardant autour d'eux maladroitement, se demandant s'il n'était pas victime d'une farce. Je pouvais imaginer son visage, un masque d'horreur et d'incrédulité. Je pouvais entendre ses murmures frénétiques à Michel. Où est tout le monde? Où est ta mère? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas ce qu'elle a promis. Son monde soigneusement construit s'effondrait autour d'elle, brique par brique. L'humiliation serait insupportable. C'était une chose d'échouer en privé. Mais voir son échec exposé aux yeux de ceux-là même qu'elle cherchait à impressionner serait un sort pire que la mort. À 19h30, alors que le grand salon bourdonnait de conversations et de rires, je savais qu'il était temps. Je rendis Léo à sa nounou, me dirigeai vers le centre de la pièce et tapotai un verre pour attirer l'attention. Le silence se fit dans la salle. Et juste au moment où j'ouvrais la bouche pour parler, mon téléphone vibra une dernière fois. C'était un SMS de Michel. Une seule question paniquée qui me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Maman. Où es-tu? Je l'ignorais. Je pris une profonde inspiration. Regardai la mer de visages attentifs et souris. Bienvenue à tous. Commencez-je. Ma voix claire et forte. Merci à tous d'être ici pour célébrer une étape très spéciale. À ce moment précis, comme un signal, les grandes portes au fond du salon s'ouvrirent brusquement. Et là, ils se tenaient. Chloé et Michel. Encadrés dans l'embrasure de la porte, leurs silhouettes se découpant sur les lumières vives du couloir. Elle portait une robe dorée scintillante et dos nu. Une tenue conçue pour faire une entrée remarquée. Il était en smoking. Son nœud papillon légèrement de travers. Son visage blême de choc. Il ressemblait à deux acteurs qui s'étaient trompés de scène. Au milieu de la mauvaise pièce. Une vague de murmures ondula dans la foule. Tout le monde se tourna pour les regarder. Le silence était assourdissant, rompu seulement par les faibles notes mélancoliques du quatuor à cordes. Ils regardaient, les yeux écarquillés. La scène devant eux, l'immense et éblouissant salon. Les centaines d'invités. Moi. Debout à l'avant. Une image de calme contrôle. Ils virent leur fils. Léo. En sécurité dans les bras de sa nounou. Ils virent chaque membre de leur famille. Chaque personne qu'ils étaient censés recevoir. Déjà là. Célébrant déjà sans eux. La vérité les frappa avec la force d'un coup physique. Cet événement magnifique et impeccable était la vraie fête. Et la petite salle triste et vide qu'ils venaient de fuir? Ce n'était rien. Un mirage. Un piège. Le visage parfaitement maquillé de Chloé se tordit dans un cri silencieux de rage et d'humiliation. Michel avait l'air d'être sur le point de vomir. Ils étaient complètement, totalement et publiquement anéantis. Je laissai le moment flotter dans l'air.
permettant à chaque invité d'absorber le malaise délicieux et brutal de la situation. Puis, j'élevai à nouveau la voix. Un léger sourire cruel jouant sur mes lèvres. Ah, dis-je, ma voix résonnant dans la salle silencieuse. Il semble que nos invités d'honneur soient enfin arrivés. S'il vous plaît. Tout le monde. Un accueil chaleureux pour mon fils. Michel. Et sa charmante épouse. Chloé. Les applaudissements qui suivirent furent rares et hésitants. Ce n'était pas un accueil. C'était un jugement. Et alors qu'ils faisaient leur premier pas chancelant dans la pièce, ils n'entraient pas dans une fête. Ils entraient dans leur propre jugement dernier. Ils entrèrent dans le grand salon comme s'ils pataugeaient dans une boue épaisse. Chaque regard était fixé sur eux. 150 paires de projecteurs disséquant leur honte. La robe dorée scintillante de Chloé, censée être une affirmation de glamour, semblait maintenant criarde et désespérée. Le smoking de Michel ressemblait à un costume pour un rôle qu'il n'avait pas réussi à apprendre. Ils étaient à la dérive dans une mer de ma création. Et ils se noyaient. Ils se figèrent à environ 6 mètres dans la pièce. Incertains de savoir où aller. Quoi faire? Ils cherchèrent un visage amical. Un allié? Mais ne trouvèrent que de la curiosité. De la pitié et, dans les yeux de certains des membres les plus âgés de la famille, une désapprobation calme et entendue. Ils étaient totalement seuls. Je les laissai là pendant un autre long et angoissant moment avant de continuer mon discours. Ma voix douce comme de la soie, mais acérée comme de l'acier. Comme je le disais. Commençai-je, ramenant mon attention sur mes invités, mais gardant Michel et Chloé fermement dans la vision périphérique de tous. Nous sommes ici pour célébrer Léo. La première année d'un enfant est un témoignage d'espoir, de nouveaux départs et du pouvoir durable de la famille. Je fis une pause, laissant le mot « famille » flotter dans l'air, riche de significations inexprimées. Mon regard croisa celui de Michel à travers la pièce. Je vis une tempête d'émotions dans ses yeux, confusion, trahison et une compréhension naissante et horrifiée. Il avait voulu la paix. Il était sur le point d'apprendre que la paix construite sur des fondations de mensonges et de manque de respect n'est pas une paix du tout. La famille est bâtie sur la confiance, l'amour et le respect mutuel. Continuai-je, ma voix gagnant en force. Ce n'est pas une transaction commerciale. Ce n'est pas une performance pour les réseaux sociaux. C'est le lien sacré qui nous unit dans les bons comme dans les mauvais moments. La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre le tintement d'un glaçon dans un verre d'eau. Les invités n'étaient plus seulement des participants à une fête. Ils étaient le jury d'un procès dont ils ignoraient la tenue. Récemment, la définition de la famille a été mise à l'épreuve. Les valeurs que j'ai passé ma vie à défendre ont été remises en question. Je fis un geste vers le grand écran de projection qui avait été discrètement installé derrière la scène, et qui jusqu'à présent affichait un diaporama de bon goût des photos de bébé de Léo. Si vous pouviez tous diriger votre attention vers l'écran un instant. Maître Dubois, se tenant discrètement près du technicien audiovisuel, fit un signe de tête subtil. Le diaporama de Léo disparut. À sa place, une image apparut, magnifiée à une taille colossale pour que tous puissent la voir. C'était une capture d'écran d'un message texte. Le message texte de Chloé. Éléonore. J'ai pris l'initiative de poser une option sur l'autel. Si tu veux être là et jouer le rôle de la grand-mère attentionnée, envoie 5 000 €. Considère ça comme ton billet d'entrée pour le spectacle. Un halètement collectif traversa la salle. C'était une chose d'entendre des rumeurs de discorde familiale. C'en était une autre de voir la preuve froide et dure projetée en lettres de 3 mètres de haut. Les mots flottaient dans l'air. Un monument numérique à l'avidité de Chloé. Chloé émit un son. Un hoquet étranglé de pure horreur.
La couleur quitta son visage, laissant son maquillage parfaitement appliqué ressembler à un masque grotesque sur une statue. Toutes ces intrigues, toutes ces manipulations intelligentes, mises à nu aux yeux du monde. Il n'y avait aucun moyen de retourner la situation. Aucun filtre ne pouvait arranger ça. Un billet d'entrée? Dis-je. Ma voix résonnant dans le silence stupéfait. Ma belle-fille a jugé approprié de me faire payer un droit d'admission à l'anniversaire de mon propre petit-fils. Elle a cru que mon amour pour Léo était une marchandise qui pouvait être exploitée. Une faiblesse à utiliser pour 5 000 €. Toutes les têtes dans la pièce pivotèrent de l'écran à Chloé. Puis de nouveau. Le jugement dans leurs yeux était maintenant ouvert et cinglant. Elle tressaillit visiblement, faisant un pas en arrière involontaire, comme frappée par une force physique. Je n'avais pas fini. Il ne s'agissait pas seulement de punition. Il s'agissait d'une rupture permanente. Une déclaration publique finale d'indépendance de leur influence toxique. Cet incident m'a forcé à réfléchir très sérieusement à l'avenir. À mon héritage. À la protection de mon petit-fils non seulement pour aujourd'hui, mais pour le reste de sa vie. Je levai une main. Et Maître Dubois monta sur scène, portant un portefeuille en cuir. Il me le tendit. J'ai passé ma vie à construire une entreprise, à créer un héritage de travail acharné et d'intégrité. J'ai toujours cru que je transmettrais cet héritage à mon fils. Je regardai Michel. Et pour la première fois, il ne vit pas de colère dans mes yeux, mais une tristesse profonde et intense. Mais un héritage? C'est plus que de l'argent et des biens immobiliers. C'est un ensemble de valeurs. Et j'en suis venu à la douloureuse conclusion que ces valeurs n'ont pas été transmises. J'ouvris le portefeuille. Par conséquent, à compter d'hier, l'intégralité de mon patrimoine personnel et professionnel a été transférée dans une fiducie irrévocable. L'unique bénéficiaire de cette fiducie est mon petit-fils, Léo. La pièce éclata en une tempête de murmures. Irrévocable. Unique bénéficiaire. Les mots étaient des boulets de canon, déchirant les derniers espoirs de Michel et Chloé. Les genoux de Chloé semblèrent fléchir. Elle agrippa le bras de Michel pour se stabiliser. Ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans sa manche. Il se tenait figé. Son visage un masque blanc de choc. Le monde qu'il avait tenu pour acquis, le condo confortable. L'argent facile. L'héritage futur qu'il avait toujours supposé être son droit de naissance venait de s'évanouir en une seule phrase. Cette fiducie, annonçai-je, ma voix sonnant avec finalité, est conçue pour protéger Léo de l'avidité et de la manipulation. Mon fils et sa femme n'auront aucun accès au fonds. Ils ne peuvent pas agir en tant que fiduciaires. Ils ne peuvent pas l'utiliser comme garantie. Toutes les dépenses nécessaires à l'éducation, à la santé et au bien-être de Léo seront gérées par un tiers professionnel et payées directement au prestataire. Cela garantit que pas un seul euro du travail de ma vie ne sera jamais dépensé en sac à main de créateur, en fêtes extravagantes ou en un style de vie bâti sur la vanité et le faux-semblant. C'était une annihilation complète et totale. Je ne les avais pas seulement déshérités. J'avais expliqué publiquement pourquoi. Je les avais dépouillés de leur avenir financier et de leur réputation d'un seul coup. Rapide et brutal. Alors ce soir, conclus-je, ma voix s'adoucissant alors que je ramenais mon attention sur le but de la soirée. Ne nous attardons pas sur ces questions désagréables. Levons nos verres à l'avenir. À la vie brillante, sûre et prometteuse qui attend mon petit-fils bien-aimé. Léo. À Léo. À Léo. Fit écho la foule. Le toast un mélange de célébration sincère et d'admiration stupéfaite. Alors que le quatuor à cordes recommençait à jouer, signalant que la partie formelle de la soirée était terminée,
Le sortilège fut rompu. Les invités se tournèrent vers leurs voisins de table, leur voix bourdonnant des révélations explosives dont ils venaient d'être témoins. Mais personne ne me regardait. Tous les yeux étaient fixés sur le couple en ruine au centre de la pièce. Michel et Chloé n'étaient plus seulement des retardataires. Ils étaient des parias. Les architectes de leur propre chute spectaculaire. Michel sembla enfin retrouver sa voix. Maman, croassa-t-il, faisant un pas en avant. Son visage était un chaos de confusion et de douleur. Comment as-tu pu? Comment j'ai pu? Répondis-je. Ma voix basse. Pour ses oreilles seulement. C'est la question que tu devrais te poser? Michel. Tu es resté là et tu as laissé faire. Tu as choisi son avidité plutôt que ma dignité. Ce sont les conséquences de ton choix. Pas de ma cruauté. Chloé. Cependant, n'était pas triste. Elle était furieuse. Le choc s'était dissipé, remplacé par une rage venimeuse. Ses yeux, réduits à des fentes, se fixèrent sur les miens. Tu ne t'en tireras pas comme ça? Siffla-t-elle. Sa voix tremblant de fureur. Ma chère. Répondis-je. Ma voix calme et dédaigneuse. C'est déjà fait. Je leur tournai le dos. Un geste final et sans équivoque de renvoi. Je me dirigeai vers la nounou et pris Léo dans mes bras, le serrant fort contre moi. J'enfouis mon visage dans ses cheveux chauds et parfumés de bébé et le protégeai du poison qu'étaient ses parents. La fête continua autour d'eux. Un tourbillon de bruit et de vie dont ils étaient désormais exclus. Ils étaient des fantômes au festin. Invisibles. Insignifiants. Après quelques minutes de plus à rester au centre de la pièce, totalement vaincus et ignorés, ils se tournèrent et s'éloignèrent. Leur sortie ne fut ni grandiose ni dramatique. Ce fut une retraite silencieuse et pathétique. Alors que les portes du salon se refermaient derrière eux. Ils ne quittaient pas seulement une fête. Ils quittaient une vie. Et ils marchaient vers un avenir bien plus sombre qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. À l'instant où les portes se refermèrent derrière Michel et Chloé. Un sentiment palpable de soulagement envahit le salon. C'était comme si un nuage toxique s'était dispersé, permettant à chacun de respirer à nouveau librement. Le quatuor à cordes enchaîna sur une mélodie plus joyeuse. Et les serveurs commencèrent à circuler avec du champagne frais. La fête. Ma fête. Continua. Mais je n'étais plus d'humeur à célébrer. L'adrénaline qui m'avait soutenu pendant la confrontation s'estompa, laissant derrière elle un vide profond. Je baissai les yeux sur Léo. Endormi dans mes bras. Son petit visage paisible et inconscient du changement sismique qui venait de se produire dans sa vie. J'avais gagné. Je l'avais protégé. Mais la victoire avait un goût amer. Son prix gravé dans mon cœur. J'avais publiquement démantelé la vie de mon propre fils. De nombreux invités vinrent me voir. Leur visage un mélange de sympathie et d'admiration. Éléonore, tu as fait ce que tu devais faire? Dit ma sœur en me serrant le bras. Nous avons tous vu comment elle était. Tu es une lionne protégeant son petit. C'est la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. Commenta l'un de mes plus anciens partenaires commerciaux en levant son verre vers moi. Tu as protégé ton héritage. J'acceptai leurs paroles d'un signe de tête gracieux. Mais à l'intérieur, je ressentais une profonde lassitude. Il voyait une lionne, une femme d'affaires courageuse. Il ne voyait pas la mère dont le cœur se brisait. De l'autre côté de la ville, dans une voiture emplie d'un silence plus violent que n'importe quelle dispute, Michel et Chloé vivaient les conséquences immédiates de leur déflagration. Je n'avais pas besoin d'être là pour imaginer la scène. La rage, le blâme, la haine pure et sans mélange qui devait crépiter entre eux comme des fils électriques.
Tout est de ta faute, aurait hurlé Chloé. La voix rauque d'hystérie. Ta mère est un monstre. Et tu es resté là à la laisser me détruire. Nous détruire. Ma faute? Aurait rétorqué Michel. Sa faiblesse habituelle enfin consumée par les feux de l'humiliation totale. C'est toi qui as envoyé ce texto. C'est toi qui as poussé et poussé. Je t'avais dit de faire attention. Mais tu n'écoutes jamais. Tu voulais juste plus. 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 La dispute aurait fait rage tout le long du trajet jusqu'à mon appartement. Le foyer que je leur avais acheté. Rempli de meubles coûteux qu'ils avaient imputés à ma bonne volonté. Soudain, ces beaux objets hors de prix devaient ressembler aux accessoires d'une pièce ratée. Le canapé italien. La table à manger scandinave. L'art abstrait sur les murs, ils n'étaient plus les symboles de leur succès, mais les monuments de leur cupidité. Chaque objet devait les narguer. Un rappel de la vie qui n'était plus la leur. Leur monde soigneusement organisé était un château de cartes. Et je venais de le faire s'effondrer d'un seul souffle puissant. Les retombées seraient immédiates et brutales. Le lendemain matin, les appels commenceraient. Les parents, qui avaient assisté à l'exécution publique, exprimeraient leurs condoléances à Michel. Mais leurs paroles seraient empreintes d'un message clair: tu as choisi le mauvais camp. Les amis qui avaient été fidèles à l'idée de leur richesse deviendraient soudainement distants. Les invitations aux événements sociaux se tariraient. Dans les cercles exclusifs auxquels ils voulaient si désespérément appartenir, il n'y a pas de plus grand péché que d'être publiquement exposé comme n'ayant pas d'argent propre. La carrière de Chloé sur les réseaux sociaux serait terminée. L'histoire de ce qui s'était passé à la fête se répandrait comme une traînée de poudre dans le monde des influenceurs et des mondains alimentés par les ragots. Elle serait la risée de tous. Une histoire édifiante. Son image parfaitement conçue d'épouse et de mère riche et adorée avait été brisée. Maintenant, elle n'était plus que la belle-fille avide qui s'était fait déshériter de la manière la plus spectaculaire possible. Ses abonnés, qui l'avaient autrefois enviée, se délecteraient maintenant de sa chute. La section des commentaires de ses publications deviendrait un cloaque numérique de ridicule et de mépris. Pour Michel, les conséquences seraient tout aussi graves. Son travail, un poste confortable en marketing que je l'avais aidé à obtenir grâce à l'un de mes contacts, deviendrait intenable. La nouvelle parviendrait à ses collègues, à son patron. Il ne serait plus considéré comme l'héritier de la fortune immobilière des Delaroche, mais comme le fils sans volonté qui avait été publiquement chassé. Le respect dont il avait joui, même s'il n'était pas mérité, s'évaporerait. Il serait un paria. Mais le coup le plus dévastateur serait porté à leur mariage. Une relation construite sur les fondations fragiles d'une richesse future ne pouvait pas survivre à sa démolition complète. Il n'y avait plus d'amour entre eux. Seulement du blâme. Chaque dispute reviendrait à la fête. Chaque épreuve qu'ils affronteraient serait un nouveau rappel de ce qu'ils avaient perdu. Et de la faute de qui c'était. Cela ne prendrait pas longtemps. Une semaine? Peut-être un mois. La façade s'effondrerait complètement. Il vendrait ses sacs de créateurs pour payer les factures. Il se disputerait au sujet des relevés de cartes de crédit qui n'étaient plus payés comme par magie. Le bel appartement commencerait à ressembler à une prison. Ses murs résonnant de leurs accusations amères. Je savais que tout cela arriverait. Je l'avais prévu. J'avais vu la fin inévitable du chemin qu'ils empruntaient. Et j'avais simplement accéléré leur arrivée. C'était une miséricorde cruelle. Une frappe chirurgicale conçue pour extraire le cancer avant qu'il ne consume l'avenir de mon petit-fils. Quelques jours après la fête, une lettre du cabinet de Maître Dubois arriva à leur appartement. C'était un avis formel. La propriété de l'appartement était transférée à la fiducie irrévocable pour Léo. Comme ils n'étaient pas les bénéficiaires de la fiducie,
On leur donnait 30 jours pour quitter les lieux. Ce serait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase. La preuve tangible que leur ancienne vie était terminée. Ils étaient expulsés de leur propre maison, qui n'avait jamais vraiment été la leur. Mon téléphone sonna tard un soir, environ une semaine après la fête. C'était Michel. Sa voix était rauque, défaite. « On a reçu la lettre, dit-il. Sans préambule. Sans salutation. Je m'en doutais, répondis-je. La voix calme. C'est tout. Alors? Tu nous mets vraiment dehors? Ton propre fils? Il y avait un tremblement dans sa voix. Le dernier écho mourant d'un garçon qui croyait encore que sa mère arrangerait tout. Tu es un homme adulte, Michel, dis-je, ma voix s'adoucissant d'une fraction. C'était la partie la plus difficile. La partie où la mère en moi devait rester silencieuse. Et la pragmatique devait parler. Tu as une femme. Tu avais un enfant à charge. Mais tu t'es comporté comme un enfant toi-même, t'attendant à ce que je nettoie tes dégâts pour toujours. Les dégâts sont terminés. La banque de maman est fermée. Il est temps pour toi d'apprendre à te tenir sur tes deux pieds. Il y eut une longue pause. J'entendis un son étranglé. Quelque chose entre un sanglot et un rire. Je ne sais pas comment, murmura-t-il. C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait dite depuis des années. Alors il est temps que tu apprennes? Dis-je doucement. Ce sera la chose la plus difficile que tu auras jamais à faire. Mais un jour, tu pourrais bien m'en remercier. Je raccrochai, ma main tremblant légèrement. La conversation avait drainé le reste de mes forces. Je me dirigeai vers la fenêtre et regardai les lumières scintillantes de la ville. Une ville où j'étais arrivé avec rien, et que j'avais conquise par la seule force de ma volonté. Quelque part là dehors, mon fils était sur le point de s'embarquer dans ce même voyage. Non pas pour bâtir un empire, mais simplement pour construire une vie. Pour découvrir qui il était vraiment sans le filet de sécurité de mon nom et de mon argent. Je lui avais tout pris. Sa maison, son héritage, l'adoration de sa femme. Mais en faisant cela, je lui avais aussi fait un dernier cadeau désespéré, la chance de devenir un homme. Qu'il saisisse cette chance ou qu'il soit écrasé par son poids. Cela dépendait maintenant entièrement de lui. Le spectacle était terminé. La scène était sombre. Et maintenant? Le vrai travail commençait. Les 30 jours passèrent dans un flou de silence. Je n'eus plus de nouvelles de Michel. Et je ne cherchais pas à en avoir. C'était une amputation nécessaire. Et la guérison ne pouvait commencer qu'une fois la séparation complète. Maître Dubois s'occupa de la logistique. Ses rapports arrivant dans ma boîte de réception avec une précision clinique. L'appartement fut vidé le dernier jour. Une équipe de nettoyage professionnel fut envoyée pour effacer toute trace de ses anciens occupants. La propriété fut ensuite officiellement absorbée par la fiducie de Léo. Un autre actif prenant tranquillement de la valeur pour son avenir. J'appris par ma sœur, qu'il avait entendu d'une cousine, que la séparation de Michel et Chloé avait été aussi désordonnée et amère que leur chute. Ils avaient vendu le peu qu'ils possédaient, ses bijoux, sa montre de luxe, quelques œuvres d'art et s'étaient partagé les maigres bénéfices. Chloé, privée de sa principale source de revenus et de son statut social, aurait quitté la région parisienne pour retourner vivre chez ses parents en province. Son compte Instagram, autrefois une galerie vibrante de luxe organisé, devint inactif. C'était une fin silencieuse et sans cérémonie pour une vie qui avait été vécue si bruyamment. Michel, entendis-je, avait trouvé un petit appartement bon marché en banlieue. Il était à la dérive. Il avait perdu sa femme, sa maison,
Son travail et sa famille en l'espace d'un mois. Les amis qui lui tapaient autrefois sur l'épaule et appréciaient sa compagnie dans des dîners coûteux étaient introuvables. Il était vraiment complètement seul. Un homme forcé de faire face aux décombres de sa propre faiblesse. Ma vie, en revanche, s'installa dans un nouveau rythme paisible, entièrement centré sur Léo. Il était avec moi maintenant, ses rires remplissant les pièces silencieuses de ma grande maison, chassant les fantômes d'une famille qui n'était plus. Je transformais l'ancienne chambre de Michel en une chambre d'enfant lumineuse et joyeuse. Nous passions nos journées au parc, à la bibliothèque, à des cours de musique pour bébés où j'étais, de plusieurs décennies, la plus vieille, maman, de la salle. Pour la première fois depuis des années, je ressentis un but qui n'avait rien à voir avec la conclusion d'une affaire ou l'acquisition d'une nouvelle propriété. Je construisais quelque chose de bien plus important, une fondation d'amour et de stabilité pour mon petit-fils. Mais la nuit, quand la maison était silencieuse et que Léo dormait dans son berceau, le silence m'oppressait. Je pensais à Michel. Mangeait-il? Était-il en sécurité? L'instinct maternel, celui que j'avais tant combattu pour réprimer, revenait en force. Une douleur physique dans ma poitrine. Je devais croire que la dure leçon que je lui avais enseignée serait la chose même qui le sauverait. C'était un pari terrible et solitaire. Les mois se transformèrent en une année. Léo célébra son 2e anniversaire non pas avec une grande fête, mais avec un petit gâteau, quelques cadeaux et l'attention totale et entière de sa grand-mère. C'était une journée simple et joyeuse. C'est ce jour-là que je reçus le premier signe. Un petit paquet maladroitement emballé avait été laissé sur mon seuil. Il n'y avait ni carte, ni adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un train en bois magnifiquement conçu. Ce n'était pas cher, mais c'était attentionné. Je sus, avec une certitude qui défiait la logique, que c'était de Michel. C'était sa façon de dire « Je me souviens. Je suis toujours là. » Je mis le train dans la chambre de Léo. Une reconnaissance silencieuse du maillon brisé de notre chaîne familiale. Plus de temps passa. Je commençai à entendre des murmures, de faibles signaux du monde extérieur à ma bulle paisible. Un ancien employé mentionna avoir vu Michel travailler sur un chantier. Une autre connaissance dit qu'elle pensait l'avoir vu suivre des cours du soir dans une université locale. C'étaient de petites choses, mais c'étaient des lueurs d'espoir. Il ne se contentait pas de survivre. Il essayait. Il construisait quelque chose. Non pas avec mon argent ou mes relations, mais de ses 2 mains. La première fois que je le revis, c'était près de 2 ans après la fête. J'étais dans un magasin de bricolage, achetant des fournitures pour un petit jardin que je plantais avec Léo. En tournant au coin d'une allée, je le vis. Il était plus mince, son visage buriné par le soleil. Ses mains étaient calleuses, et il portait des bottes de travail poussiéreuses et un t-shirt délavé. Il ne ressemblait en rien à l'homme raffiné et doux qu'il avait été. Il avait l'air plus fort. Nos regards se croisèrent, et le monde sembla s'arrêter une seconde. Il n'y avait pas de colère dans son regard, pas de ressentiment. Seulement une tristesse profonde et lasse. Et autre chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Du respect? Peut-être. Maman? Dit-il. Sa voix rauque. Michel? Répondis-je. Ma propre voix serrée par l'émotion. Nous restâmes là. Sous l'éclairage stérile du magasin. 2 étrangers partageant toute une vie d'histoire. J'ai entendu dire que tu travaillais dans le bâtiment? Dis-je, rompant le silence. Il hocha la tête. Un faible sourire ironique effleurant ses lèvres. Il s'avère que je suis doué de mes mains.
Qui l'eût cru? Il baissa les yeux sur ses paumes calleuses. C'est un travail dur. Un travail honnête. Un travail honnête. Les mots me frappèrent. C'était tout ce que j'avais toujours voulu pour lui. Et Léo? Demanda-t-il. Sa voix se brisant légèrement. Est-ce qu'il est heureux? Il est merveilleux, dis-je. Un sourire sincère atteignant enfin mon visage. Il est intelligent, drôle, et il a ton bon cœur. Une larme perla dans son œil, et il l'essuya rapidement. C'est bien. C'est tout ce qui compte. Il hésita, puis fouilla dans son portefeuille. Il en sortit une photographie usée et légèrement froissée. C'était une photo d'école d'un petit garçon souriant. Léo. C'est ta sœur qui me l'a envoyée? Expliqua-t-il. Je la garde avec moi. Toujours. Mes murs soigneusement construits commencèrent à s'effriter. Ce n'était pas le garçon faible et privilégié que j'avais chassé. C'était un homme. Humilié et brisé. Essayant de recoller les morceaux de sa vie. Tu devrais le voir? Michel. M'entendis-je dire? Les mots sortant avant que je puisse les arrêter. Tu es son père. Ses yeux se levèrent pour rencontrer les miens. Écarquillés d'incrédulité. Vraiment? Tu me laisserais? Viens dîner. Dis-je. La décision se solidifiant au moment où je la prononçais. Dimanche prochain. Juste toi. Ce dîner du dimanche fut le repas le plus gênant de ma vie. Michel arriva à la porte l'air nerveux, tenant un petit bouquet de fleurs. Quand Léo, maintenant un bambin turbulent, entra en courant dans la pièce, Michel se figea. Il s'agenouilla lentement, ses yeux brillants de larmes non versées. Salut, mon grand, murmura-t-il. Je suis ton papa. Léo, qui ne connaissait son père que par des photographies, regarda de Michel à moi, son expression incertaine. Je hochai la tête, lui adressant un sourire rassurant. Les retrouvailles ne furent pas une scène de film. Elles furent lentes, hésitantes et réelles. Pendant le dîner, Michel me parla de sa vie. Il parla de la solitude, de la honte et du travail physique exténuant qui avait, paradoxalement, sauvé sa santé mentale. Il parla d'avoir touché le fond. Des nuits passées à se demander si cela valait la peine de continuer. La seule chose qui me faisait tenir, dit-il en regardant Léo, qui mangeait joyeusement sa purée, c'était lui. Savoir que je devais être meilleur. Pour lui. Même à distance. Il ne demanda jamais d'argent. Il ne me blâma jamais. Pour la première fois, il assuma l'entière responsabilité de ses propres choix. Tu avais raison, maman, dit-il. Sa voix calme mais ferme. J'étais faible. J'ai laissé l'ambition de Chloé et ma propre peur du conflit contrôler ma vie. Ce que tu as fait, c'était brutal. Mais c'était peut-être la seule chose qui pouvait me réveiller. Ce n'était pas une absolution. Ce n'était pas une réconciliation complète. Mais c'était un début. C'était le premier pas sur une longue et nouvelle route. Il commença à venir tous les dimanches. Léo et lui construisirent lentement une relation. Une relation basée non pas sur une histoire partagée, mais sur des moments partagés dans le présent, construire des cabanes dans le salon, taper dans un ballon dans le jardin, lire des histoires avant de dormir. Michel devenait un père, un vrai, et ce faisant, je retrouvais mon fils. Non pas le garçon qu'il avait été, mais l'homme qu'il devenait. La douleur de cette nuit à l'hôtel ne disparut jamais vraiment.
Elle resta une cicatrice dans l'histoire de notre famille. Mais les cicatrices, avec le temps, cessent de faire mal. Elles deviennent simplement une partie de ce que vous êtes. Un rappel d'une blessure qui a guéri. Nous guérissions. Lentement. Imparfaitement. Mais nous guérissions. Les années qui suivirent furent calmes. Marquées non pas par des événements dramatiques mais par le rythme régulier et doux d'une vie en reconstruction. Les dîners du dimanche de Michel devinrent une tradition inébranlable. Il n'en manqua jamais un. Je le regardais se transformer. La honte et l'incertitude dans ses yeux étant lentement remplacées par une confiance tranquille. Il créa sa propre petite entreprise de rénovation, spécialisée dans les travaux sur mesure. Il était doué. Il était honnête, fiable, et ses clients le respectaient. Il ne devint jamais riche comme il en avait rêvé autrefois. Mais il réussit selon ses propres termes. C'était un homme qui avait construit sa propre vie. Pas hérité d'une. Léo passa de bambin à un garçon brillant et curieux, puis à un jeune homme réfléchi. Son père était une présence constante et stable dans sa vie. Ils passaient leurs samedis en randonnée ou à des matchs de foot. Leur lien se renforçant à chaque année qui passait. Michel était le parent amusant et actif, tandis que j'étais le centre calme et stable du monde de Léo. Ensemble, nous lui avons donné la seule chose qui lui avait été refusée au tout début de sa vie, une enfance sans conflit et remplie d'un amour inconditionnel. Nous n'avons jamais parlé de Chloé. Son nom devint une frontière silencieuse et tacite. Mais chaque année, à l'anniversaire de Léo, un petit paquet anonyme arrivait. Ce n'était jamais cher un livre bien choisi. Un puzzle unique. Un modèle réduit d'avion sculpté à la main. Je savais que c'était d'elle. C'était le murmure d'un fantôme. Le rappel d'une vie qui avait été. Je plaçais le cadeau parmi les autres, sans jamais commenter son origine mystérieuse. C'était sa pénitence? Peut-être. Et je n'interférerais pas avec elle. Le jour des 18 ans de Léo fut une étape importante à plus d'un titre. Il était un homme maintenant, sur le point de partir pour l'université. Son avenir brillant de promesses. Ce soir-là, après un petit dîner de célébration avec Michel, je demandai à Léo de me rejoindre dans mon bureau. Le moment était venu. Il s'assit en face de moi, dans la même chaise que mon fils avait autrefois occupée en plaidant pour que je cède aux exigences de Chloé. Mais Léo n'était pas mon fils. Il était fort, lucide et ancré d'une manière que Michel n'avait jamais été. Léo. Commençai-je, ma voix un peu tremblante. Il y a quelque chose dont nous devons discuter. La fiducie. Il hocha la tête. Je sais qu'elle existe. Maître Dubois m'a expliqué les bases. Il a dit que tu me raconterais le reste le moment venu. Je pris une profonde inspiration. La fiducie. C'est plus que de l'argent. Léo. C'est une histoire. Et c'est une histoire douloureuse. J'ai besoin que tu saches pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. J'ai besoin que tu comprennes l'histoire de ta première fête d'anniversaire. Pendant l'heure qui suivit, je lui racontai tout. Je n'omis rien, les demandes constantes d'argent, l'obsession des réseaux sociaux, l'évaluation froide de ma maison par Chloé, la faiblesse de Michel. Et enfin, le message texte. La demande d'un billet à 5 000 €. Je regardais son visage pendant que je parlais, cherchant le moindre signe de jugement ou de colère. Mais il n'y en avait aucun. Il écoutait avec une maturité calme et solennelle qui dépassait de loin son âge. Quand j'eus fini, la pièce était silencieuse. Il regarda la photographie sur mon bureau, celle de lui bébé qui était là depuis le début. Puis il me regarda. Ses yeux remplis d'une profonde compréhension et d'un amour qui me coupa le souffle. Tu n'as pas seulement protégé l'argent.
Grand-mère, dit-il. La voix épaisse d'émotion. Tu m'as protégée. De cette vie-là. Tu m'as sauvée. Il se leva. Contourna le bureau et m'enlaça. Je serrai mon petit-fils. Ce merveilleux jeune homme. Et pour la première fois, je me laissai pleurer. Non pas des larmes de tristesse ou de regret, mais des larmes de soulagement immense. Le pari que j'avais fait toutes ces années auparavant, la décision terrible et douloureuse que j'avais prise, avait porté ses fruits. Mon héritage était en sécurité. Mon petit-fils était entier. Plus tard, Michel entra dans le bureau. Il savait de quoi il s'agissait. Il regarda son fils. Puis moi. Ta grand-mère ? Dit-il à Léo. Sa voix pleine d'une sagesse durement acquise a fait ce que j'étais trop faible pour faire. Elle a fait le choix que j'avais trop peur de faire. N'oublie jamais. Jamais ça. C'était ce qui se rapprochait le plus d'excuses. Et c'était plus que suffisant. Quelques mois plus tard, juste avant que Léo ne parte pour ses études, Maître Dubois m'appela avec des nouvelles. Les parents de Chloé étaient décédés, lui laissant un modeste héritage. Elle avait utilisé l'argent pour déménager dans une petite ville de province. Elle avait envoyé au cabinet de Maître Dubois une brève lettre formelle. Elle y déclarait qu'elle n'enverrait plus de cadeaux anonymes. Elle souhaitait à Léo une vie heureuse et demandait que la famille respecte sa vie privée car elle repartait à zéro. Tranquillement. Il n'y avait aucune demande de contact. Aucun plaidoyer pour le pardon. C'était simplement une fin. La clôture finale d'un chapitre. Je ressentis un sentiment de paix pour elle. J'espérais qu'elle trouverait enfin ce qu'elle cherchait. Non pas dans le clinquant d'une fausse vie, mais dans la vérité tranquille d'une vie réelle. Par un après-midi chaud et ensoleillé, la veille du départ de Léo, nous étions assis tous les trois dans le jardin. Léo, mon petit-fils, l'unique héritier d'une fortune, se tourna vers moi. Grand-mère, dit-il. J'ai beaucoup réfléchi à la fiducie. À l'argent. Je ne veux pas que ce soit juste pour moi. Je veux l'utiliser pour t'honorer. Je veux créer une fondation à ton nom. Pour aider les parents seuls qui luttent pour construire une vie pour leurs enfants. Tout comme tu l'as fait. Je le regardais. Mon cœur se gonflant d'une fierté si immense qu'elle en était douloureuse. Je regardais Michel, qui souriait à son fils. Son visage plein d'amour et d'admiration. À cet instant, je vis tout avec une clarté parfaite. Le prix de cette fête lointaine avait été immense. Il avait coûté à mon fils son héritage, à mon ancienne belle-fille son avenir, et à moi un morceau de mon cœur qui ne guérirait jamais complètement. Mais ce que nous avions gagné était infiniment plus précieux. Mon fils avait trouvé son caractère. Mon petit-fils avait trouvé son but. Et j'avais trouvé la paix. Chloé avait voulu un billet pour un spectacle. Ce qu'elle n'a jamais compris, c'est que les choses qui comptent vraiment dans la vie, l'amour, la dignité, l'intégrité, le caractère n'ont pas de prix. Elles ne peuvent pas être achetées, seulement méritées. J'avais enlevé à mon fils son héritage, mais ce faisant, je lui avais rendu, ainsi qu'à mon petit-fils, leur valeur. Et c'était un héritage bien plus grand que n'importe quelle somme d'argent.